remercier les personnes qui ont contribué à l'organisation de ces rendez-vous des doctorants. Et donc, je m'appelle Alexis Guérin, je suis en seconde année de doctorat à l'Université de Corse, à l'UMR-SPE, dans le laboratoire d'hydrogéologie. Et je vais vous faire une présentation intitulée Mare temporaire méditerranéenne, des hydrosystèmes rares et méconnus dépendant d'une ressource invisible. Donc, je débuterai par la présentation de qu'est-ce qu'une mare temporaire méditerranéenne. Ensuite, par ma méthodologie et le site d'études que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, qui sont les réserves naturelles de Trépadoule, avec les premiers résultats sur la première année de suivi entre 2022 et 2023, ainsi que les conclusions qu'on peut tirer de ces premières observations et des perspectives souhaitées pour la suite de ces travaux de recherche. Alors, attendez, je dois devoir faire pause, parce que j'ai un problème sur mon diaporama, sur mon écran. Je suis désolé. Ok, bon, je vais essayer de m'en sortir. Je suis désolé, hein, je dois... C'est pas grave, t'inquiète pas. En fait, ça change pas des... Je sais pas si vous avez déjà eu le problème, ça change pas d'écran sur mon... Ça change pas les slides sur mon écran. Étendre ou dupliquer, alors vas-y, on va faire comme ça. Ça, c'est étendre. Et ça, c'est dupliquer. Et maintenant, non, essaye. Non, ça change. Non, ça changeait ce qu'il y avait. Et là, c'est ton écran. Ah, c'est bon. C'est bon? Non. Non, pas sûr. Je peux quitter et remettre. Ou alors, dans ton partage, il faut que tu choisisses... Maintenant, je vais vérifier que le partage d'écran, il est sur la bonne fenêtre. Pourquoi tu n'as pas choisi les points? C'est le diaporama. Mais en fait, c'est pour qu'ils aient l'écran. Ah oui. Oui, mais tu sais, là, tu as choisi fenêtre. Ah. Vas-y, fais comme ça. Vas-y. On va essayer. C'est bon. Un peu. Je reprends du début ou c'est pour le captage, je sais pas si ce qui est le mieux ou non. Alors, donc merci à tous et à toutes d'être présents. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui ont participé à l'organisation de ces rendez-vous des doctorants. Donc je m'appelle Alexis Guérin, je suis en deuxième année de doctorat à l'Université de Corse, à l'UMR-SPE, dans l'équipe d'hydrogéologie. Et je vais vous présenter un exposé intitulé Mare temporaire méditerranéenne, des hydrosystèmes rares et méconnus, dépendant d'une ressource invisible. Donc, je débuterai avec la présentation de qu'est-ce qu'une mare temporaire méditerranéenne. Je vous présenterai ensuite la méthodologie appliquée. Le site d'études que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est les réserves naturelles de Trépadoule. Donc, je vous présenterai ensuite les premiers résultats de la première année de suivi, donc de 2022 à 2023, et des conclusions qu'on peut tirer de ces résultats préliminaires et des perspectives souhaitées pour la suite de ces travaux de recherche. Donc, qu'est-ce qu'une mare temporaire méditerranéenne? Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est un plan d'eau de faible profondeur, entre 20 cm et 1 mètre pour les plus profondes, sur une petite superficie, quelques centaines de mètres carrés, jusqu'à 3-4 hectares pour les plus grandes. Et ces mares temporaires, elles ont la particularité d'avoir une période asséchée, inondée, qui débute en fonction des conditions hydroclimatiques en fin d'automne, début d'hiver, et une période asséchée au sein de la même année, qui débute, alors ça dépend des sites, mais fin d'hiver, début du printemps. Pour vous montrer un peu les contrastes qu'on peut avoir sur une même mare, je vous ai mis en photo d'illustration la mare temporaire de Mousella, qui est la mare avec la plus forte, la hauteur d'eau la plus élevée. Donc ici, on peut voir sur la photo de droite, on a un repère visuel, le muret et le piézomètre en orange, qui sont presque totalement submergés lors des maximums de niveau d'eau qui s'élèvent à 80 cm. Et donc ces écosystèmes, on les retrouve dans des pressions endoréiques
indépendants de zones humides permanentes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des extensions de lacs ou d'étangs qui viendraient partiellement s'assécher en été. Ce sont des écosystèmes à part entière qui, en fait, par le fait que sur un même milieu, on ait à la fois des conditions d'un écosystème terrestre et d'un écosystème aquatique, ont dû s'adapter à ces grands contrastes. Et donc, on retrouve sur ces écosystèmes une biodiversité tout à fait unique, singulière, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que si demain, les mares temporaires venaient à disparaître, c'est tout un patrimoine qui disparaîtrait avec elles. Donc souvent, quand je présente les mares temporaires, on me pose la question, mais quelle est la différence entre une mare temporaire et une grosse flaque qu'on pourrait trouver sur le bord d'une piste de 4x4? Et bien en fait, c'est cette biodiversité inféodée à ces milieux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qui vont caractériser cet écosystème. Alors que dans une flaque, on va avoir de la vie, mais c'est plutôt des espèces opportunistes qui vont se développer une année, mais qu'on ne va pas retrouver d'année en année. Donc, ce n'est pas un écosystème qui est établi sur le long terme. Pour vous montrer un peu la mosaïque de paysages qu'on peut avoir sur un même lieu, je vous ai remis des photos de la mare temporaire de Mosela. Donc, on est en janvier, 2 mois après le début de l'inondation. Donc, c'est un début d'inondation, on n'a pas de développement de végétaux pour l'instant. 2 mois plus tard, au mois de mars, on a une nappe blanche de fleurs qui s'est développée sur la mare. 2 mois plus tard, en mai, la mare s'est totalement asséchée. Et si on revient encore 2 mois plus tard, en juillet, la mare est totalement, même la végétation s'est asséchée. On a tout de même la faune qui s'en sert comme d'espace ouvert, parce que ça n'a pas été recouvert par d'autres végétations, étant donné qu'une partie de l'année, c'est un écosystème aquatique. Et donc, ces mares temporaires, ça représente un fort intérêt écologique avec cette flore inféodée qu'on retrouve nulle part ailleurs, et à la fois cette faune, alors qui n'est pas typique des mares temporaires, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sur d'autres écosystèmes que des mares temporaires, mais qui vont se développer en grande quantité sur ces habitats propices pour cette faune, et qui vont après rayonner sur les écosystèmes adjacents. Donc en Corse, on a 110 mares sur l'île, réparties sur 5 régions: le Cap Corse, les Agriates, Porto Vecchio, le Sartenay et l'extrême sud avec Bonifacio. Et on retrouve ces mares dans une diversité de contextes géologiques, topographiques, d'altitude et de distance à la mer, avec différentes superficies ou profondeurs qu'on a pu le voir précédemment, et aussi avec des écosystèmes adjacents qui sont diversifiés. On peut avoir des fois du maquis, en général c'est du maquis, mais on peut aussi avoir des forêts de pins, ou même pour certaines, en fait, être proche de zones urbaines, et donc être menacées par l'anthropisation. On a différents acteurs sur le territoire qui œuvrent à leur sauvegarde et à leur protection, par exemple avec le Conservatoire du littoral, qui fait de l'achat foncier, qui ensuite délègue la gestion à la collectivité de Corse et à l'Office de l'environnement de la Corse. Et dans le cas que je vous présente aujourd'hui, on a la réserve naturelle de Trépadoue. On a aussi un syndicat intercommunal avec le syndicat ELISA qu'on retrouve dans le Sartenay. Et pourquoi on a besoin de tous ces acteurs pour protéger ces mares? C'est parce qu'elles sont en danger. Alors, on a d'une part le changement climatique, qui par le changement des régimes de précipitation, c'est-à-dire la quantité d'eau qui va pleuvoir lors d'une année et de sa répartition au sein de cette année, ainsi que l'élévation de la température qui va augmenter l'évaporation, on va en fait avoir une fréquence d'inondation et une durée d'inondation qui peut être impactée. C'est-à-dire qu'une mare qui s'inondait chaque année va petit à petit s'inonder qu'une fois tous les 2 ans. Et une hydropériode, donc une durée d'inondation qui était de 6 mois, va passer à 4 ou 3 mois. On va avoir aussi l'urbanisation et l'agriculture qui vont avoir un impact physique sur les mares par le remblai ou le drainage, et aussi un impact chimique par des rejets d'intrants ou des fuites d'assainissement qui vont impacter la qualité de l'eau de ce milieu, et donc avoir un incident sur la flore et la faune qui s'y développent. Et c'est dans ce contexte en fait ces enjeux environnementaux que les mares, auxquels les mares sont soumis dans le contexte actuel, que la compréhension du fonctionnement hydrologique prend un sens singulier. Donc aujourd'hui, les mares temporaires, on les voit comme des petites dépressions sur des couches imperméables qui viendraient s'inonder par la pluie et le ruissellement et s'assécher par évapotranspiration. Et parce que le compartiment souterrain il est invisible, on n'a pas d'idée, pour l'instant, il y a très peu d'études sur est-ce qu'il y a la présence d'une nappe souterraine sous les mares, et si c'est le cas, est-ce qu'elle est en connexion avec les mares, et comment elle peut contribuer au fonctionnement hydrologique des mares. Pourtant, on peut facilement imaginer qu'une mare qui serait uniquement dépendante des eaux de surface n'aura pas le même comportement,
qu'une mare temporaire qui, elle, serait en connexion avec une nappe et donc bénéficierait d'apports d'eau souterraine. Avec ces constats, mon objectif scientifique, il est de mieux appréhender les contributions d'eau souterraine dans les processus de mise en eau et de maintien de la période inondée, d'identifier les caractéristiques géo-environnementales qui déterminent ou non si on a contribution d'eau souterraine, et les impacts, la portée de ces recherches, c'est d'évaluer la vulnérabilité et la résilience de ces hydrosystèmes face au changement climatique et aux pressions anthropiques, de délimiter des espaces de bon fonctionnement pour œuvrer à l'amélioration des politiques de gestion et de sauvegarde par la prise en compte de ce compartiment souterrain. Pour cela, j'ai appliqué une méthodologie qui incorpore des traceurs chimiques naturels. Donc, je suis 17 mares sur un suivi bimensuel, c'est-à-dire que je vais 2 fois par mois sur une mare, où je fais des mesures de niveau d'eau, je fais des mesures de paramètres physico-chimiques comme la conductivité électrique et le pH, mais aussi je fais des prélèvements d'eau que j'analyse en laboratoire pour mesurer la chimie de l'eau, l'activité radon et les isotopes stades de la molécule d'eau. Je décrirai plus tard chaque fonction de chacun de ces traceurs. Donc pour vous présenter le site d'étude, donc la réserve naturelle de Trépadoule, on a 4 mares. On a, alors je vais mettre le pointeur, on a la mare de Padoulé-Major qui est la plus grande, et 3 autres mares, Trépadoulé-Ouest, Trépadoulé-Centre et Trépadoulé-Est. Ces 2 mares se trouvent dans 2 grands bassins versants, d'une altitude comprise entre 100 et 150 mètres, avec une surface de 44 hectares pour le plus grand et seulement 8 pour le plus petit. Pour les mares, la plus grande est Padoulé-Major, avec 2,3 hectares et 50 cm de profondeur. Et pour les autres, on est aux alentours de 0,3 hectares pour 30-35 cm de profondeur au maximum de niveau d'eau. On est sur un socle granitique, on peut voir de nombreux linéaments. Donc, ces socles granitiques, il est fracturé, ce qui va permettre en fait, à l'eau de s'infiltrer et d'être stockée dans le sol. Et donc, petite précision, Trépadoulé-Centre et Trépadoulé-Ouest sont en amont de Padoulé-Major et de Trépadoulé-Est. On a une station météo sur site pour suivre les conditions hydroclimatiques du site, et on a un piézomètre d'une profondeur de 6 mètres au sein de Padoulé-Major. Si on se concentre sur le régime de précipitation sur l'année 2022-2023, on observe 4 grands épisodes de précipitation. Un premier de novembre à décembre, un second fin janvier, un troisième début mars et un quatrième qui arrive mi-mai. On peut observer également une augmentation de la température à partir d'un minimal atteint en février qui donc débute début mars jusqu'à juillet et qui doit continuer encore en août. Quand on met en relation ce régime de précipitation avec le niveau d'eau dans les mares, on observe en fait que ces 4 forts épisodes de précipitation se traduisent dans le niveau des mares. Donc on a 4 pics d'auteur d'eau, 1, 2, 3 et 4. Et chaque pic de hauteur d'eau est intercalé avec une baisse du niveau d'eau. C'est-à-dire qu'on a donc le premier épisode qui permet la mise en eau. Et malgré le fait qu'il n'y ait que seulement 1 mois d'écart entre 2 épisodes de forte précipitation d'eau, on a une diminution du niveau d'eau. Donc on est face à des systèmes qui sont très réactifs aux précipitations. On peut aussi voir que le début de l'assèchement débute en mars, dès le début de la fin des épisodes de forte précipitation et d'augmentation de la température. Et que cette diminution du niveau d'eau et cet assèchement va être plus important dans les mares en amont que dans les mares en aval. Donc il y a un très fort entre le niveau dans les mares et l'hydropériode et avec le contexte hydroclimatique. Si on met en lien ensuite avec le niveau d'eau dans le piézomètre et que on se focalise dessus, on observe qu'au début de la mise en eau, le niveau piézométrique est 2 mètres en dessous du niveau du sol et qui va augmenter très rapidement jusqu'à arriver au niveau du sol et ensuite même, à partir de mars, dépasser le niveau des mares. On a donc un léger phénomène d'artésianisme, ce qui est assez particulier, parce que normalement, si on a un sol qui est assez perméable, le niveau piézométrique, lorsqu'il augmente, il vient se mettre en équilibre avec le niveau des mares. Et là, il y a un phénomène qui empêche cet équilibre de se faire. Donc, le niveau piézométrique va continuer à augmenter sans que le niveau des mares puisse augmenter également. Ce qui pourrait montrer qu'on est sur une nappe semi-captive, c'est-à-dire qu'on a, ou captive, on a une couche imperméable qui empêche cet équilibre de se faire.
Ici, je vous ai présenté le premier traceur chimique naturel qu'on utilise, qui est la conductivité électrique. Donc, en fait, la conductivité électrique, c'est une mesure qui permet de voir la capacité de l'eau à conduire l'électricité. Plus il y a d'ions dans cette eau, plus l'électricité pourra facilement circuler dans l'eau, donc plus la conductivité électrique sera forte. Et cela, ce traceur nous renseigne sur la minéralisation de l'eau. L'eau souterraine, lorsqu'elle est en contact avec le sol, elle va se charger en minéraux, elle va se charger en ions. Donc, détecter des augmentations de conductivité électrique peut nous renseigner sur des apports d'eau souterraine, comparé à une eau de pluie qui, elle, est très peu chargée en ions et donc avec une conductivité électrique très faible. Si on regarde au début sur le graphique, au début de l'inondation, on a une conductivité assez faible de 200 microsiemens, qui va être homogène jusque mi-mars, début d'assèchement, où on va avoir un début d'augmentation de la conductivité électrique. Ce qui peut traduire peut-être d'un apport de souterrain. On va d'ailleurs voir que à partir de mai, avec l'épisode de précipitation tardif, on va avoir une diminution de la conductivité électrique, ce qui s'explique par les fortes précipitations, donc l'apport de pluie et l'arrivée d'eau par ruissellement, d'eau très peu chargée en minéraux. Et ensuite, cette conductivité va de nouveau augmenter. Alors, ça pourrait nous renseigner sur peut-être qu'il y a des apports de souterraines qui arrivent lorsque les mares commencent à s'assécher. Mais en fait, c'est un traceur qui est trop influencé par différents paramètres. C'est-à-dire que ça peut être des apports de souterraines qui apportent des minéraux, mais ça peut être aussi dû à l'évapoconcentration. C'est-à-dire qu'en s'évaporant, les minéraux restent, donc ils se concentrent et la conductivité augmente sans qu'il y ait forcément d'apport de souterraines. Et aussi, avec l'augmentation des températures, on peut avoir une forte activité biologique qui rejette certains ions et donc augmente la conductivité électrique. Mais ça nous renseigne quand même sur le fait qu'il y a des processus évaporatoires et peut-être des apports de souterraines. C'est donc pas suffisant, il nous faut d'autres traceurs. Ici, je vous ai mis donc les isotopes stables de la molécule d'eau, qui sont donc une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et ces atomes d'oxygène et ces atomes d'hydrogène, ils ne sont pas toujours conçus de la même manière. Certains vont avoir plus de neutrons que d'autres. Par exemple, l'oxygène 16, qui a 2 neutrons de moins que l'oxygène 18, et le deutérium, qui a un neutron de plus que l'hydrogène 1. Ça ne change pas la nature chimique de l'eau, par contre, ça va légèrement changer sa masse. Donc, on parle d'eau lourde, d'isotopes lourds, et comparé à des isotopes plus légers. Et même si ça ne change pas la nature chimique, ça va changer un peu son comportement. Ça va devenir, ces isotopes, ils sont thermodépendants. C'est-à-dire que dans un nuage, l'eau qui aura le plus propice à pleuvoir sera cette eau lourde, ces isotopes lourds. Et donc, en fait, on va avoir une précipitation précoce. Et à l'inverse, dans l'évaporation, cette eau lourde, elle va moins bien s'évaporer et donc elle va se concentrer. Ce qui va nous permettre de pouvoir voir un peu certains processus hydrologiques par le biais des isotopes. Donc ici, je vous ai mis un graphique avec en abscisse l'oxygène 18 et en ordonnée le deutérium. Ici, c'est une droite météorique où en fait, c'est la signature isotopique que peut avoir la pluie. Et là, vous avez donc les points d'isotopes d'Émard et du piézomètre. Donc, on a une évolution de la couleur en fonction de l'évolution temporelle. Et on a différentes formes en fonction des mares. Je vous ai mis ici pour vous rappeler les périodes de forte précipitation. On va commencer par se concentrer sur la signature isotopique dans le piézomètre. Donc, c'est les petits losanges que j'ai entourés ici. On observe en fait que dans le temps, il n'y a pas de variation de la signature isotopique, qu'elle n'est pas sur la droite météorique, donc elle est proche de signal de la pluie, mais avec un nuage légèrement évaporé. Si on se concentre sur les mares, on peut voir qu'au départ de l'hydropériode, on a un signal qui est très proche de la pluie, ce qui est logique avec le fait que les mares en fait, se mettent en eau grâce aux précipitations. Et ensuite, on va avoir un phénomène d'évaporation qui va concentrer les isotopes lourds, donc l'oxygène 18 et le deutérium. Et on observe tout de même un processus de mélange lors de la dernière pluie de mai, pour ensuite avoir de nouveau une évaporation jusqu'à l'assèchement. Donc, ce qu'on peut voir avec les isotopes de la molécule d'eau, c'est qu'on a en début d'hydropériode une signature isotopique et une contribution de l'eau de pluie.
et une évaporation importante jusqu'à l'assèchement. Pour aller encore plus loin, pour détecter l'eau souterraine, on va utiliser un troisième traceur, qui est l'activité radon. Donc le radon, c'est un gaz radioactif qui est en fait produit par l'uranium naturellement présent dans les roches du sol. L'eau souterraine, en étant en contact avec ces roches, ce gaz va se dissoudre dans l'eau. Et donc, si on retrouve ce gaz radon en surface, ça veut dire que dans les mares, il y a eu des apports d'eau souterraine. Et vu que c'est radioactif, qui va se désintégrer assez rapidement pour le gaz radon, en 4 jours, la moitié s'est désintégrée. Si on en détecte, ça veut dire qu'on a eu des apports d'eau souterraine très récents. Donc, c'est un excellent traceur pour détecter de l'eau souterraine. Ici, je vous ai remis donc, le niveau d'eau avec l'activité radon. Donc, ça fait un peu des courbes qui sont difficiles à interpréter, mais si on prend étape par étape, c'est assez facile à analyser. On commence avec des valeurs radon assez importantes lors de la mise en eau, ce qui montre qu'on a une contribution des eaux souterraines lors d'inondations. Ensuite, on a une diminution de l'activité radon qui montre qu'en fait, ce signal radon, il est dilué par la pluie. Les pluies contribuent plus ensuite, vu l'accumulation des précipitations au cours des mois. Et ensuite, on a de nouveau une augmentation de l'activité radon, parce si on observe bien, on a une diminution là du niveau d'eau. C'est qu'on a une période sans précipitation, donc on a un léger assèchement. Donc on a des apports de souterraines qui peuvent être plus visibles. Et ensuite, après 2 mois d'évaporation, 2 mois d'assèchement, on a une hétérogénéité dans le comportement des mares, c'est-à-dire que les mares de Padoulé Major et Trépadoulé Est, qui sont donc en aval, vont avoir une forte activité radon. Est-ce que je suis encore connecté ou pas? Oui, moi je vous vois connecté. C'est bon? Je vais le refaire. C'est tout bon? Bon, parfait. Je reprends sur le... Quoi?
Je reprends juste sur le graphique. Donc, on a au départ une forte activité radon qui montre qu'on a une contribution des eaux souterraines à la mise en eau des mares. Ensuite, on a une diminution de l'activité radon parce qu'on a une contribution majoritaire de la pluie et du ruissellement. Ensuite, lors de la période d'assèchement d'un mois, on a une augmentation de l'activité radon parce qu'on a une contribution moins forte du ruissellement et des précipitations. Donc, le signe souterrain est moins dilué, donc mieux perceptible. Et 2 mois après le début de l'assèchement, à partir de mars, on a une hétérogénéité entre les mares de l'amont et de l'aval, avec des mares en aval qui ont une forte activité radon et des mares en amont qui ont une activité radon qui diminue. Pour interpréter cette hétérogénéité, il faut la mettre en lumière avec l'évolution du niveau piézométrique. Donc, en fait, si on regarde le niveau piézométrique, on voit qu'il a commencé à diminuer à partir de début mars. Et donc, on peut émettre l'hypothèse que sur les mares en amont, la nappe est passée en dessous du niveau des mares. Et donc, on n'a plus de contribution des eaux souterraines. Il y a une déconnexion entre la nappe et les mares. Alors que pour les mares en aval, cette connexion demeure. Et donc, on a des forts apports d'eau souterraine. C'est pour ça que le radon augmente, alors qu'il diminue dans les mares en amont. Ensuite, la diminution du niveau piézométrique continue. On peut même voir qu'il passe en dessous du niveau de la mare de Padoue-Major. Donc, on a une diminution des apports d'eau souterraine, et donc une diminution de l'activité radon. Et lors des dernières précipitations du mois de mai, on a un regain de l'activité radon, suite justement soit à des apports d'eau souterraine par l'élévation temporaire du niveau de la nappe, et donc une dernière connexion entre la nappe et les mares. Donc, ce qu'on peut observer là, c'est qu'on a des apports d'eau souterraine pendant la mise en eau et qui viennent soutenir la période d'assèchement. D'ailleurs, à noter que les mares qui ont l'activité radon la plus forte, qui ont la contribution des eaux souterraines la plus forte, donc les mares en aval, sont les dernières à s'assécher, comparées aux mares en amont. Si on regarde les mesures d'activité radon dans le piézomètre, on observe des choses assez particulières. Par exemple, on a une activité radon, donc qui est en rouge sur le graphique, qui est inférieure au niveau à l'activité radon dans les mares. C'est pourtant assez illogique, parce que normalement, l'activité radon dans les mares est héritée des apports d'eau souterraine. Donc, il ne devrait pas, et en plus dilué par les pluies et le ruissellement. Donc, il ne pourrait pas normalement être inférieur au niveau à l'activité radon dans le sol. Donc, ça montre qu'on a des apports d'eau souterraine qui ne proviennent pas du même endroit, de la même zone où se trouve le piézomètre. Ce radon, il va d'ailleurs. Et on a une augmentation rapide au mois de mai, alors que normalement l'activité radon était moindre dans le piézomètre que dans la mare. On a une inversion temporaire sur un mois en mai, où d'un coup l'activité radon dans le piézomètre est équivalent, voire supérieur à celui dans les mares. Et en fait, si on regarde le niveau piézométrique, ça correspond au moment où ce niveau piézométrique il passe en dessous du niveau des mares. Ce qui pourrait laisser présager en fait un changement de flux dans la nappe. Donc on a vu avant avec l'isotope qu'au niveau du piézomètre, il n'y avait pas vraiment d'évolution de la signature isotopique. Donc ça veut dire qu'en fait, sûrement dans cette nappe, on a une zone avec très peu de radon et une zone avec beaucoup de radon, et qu'on a la zone avec beaucoup de radon qui a migré un peu, qui s'est mélangée avec cette zone avec peu de radon. Et c'est pour ça que temporairement, on a une augmentation de l'activité en radon dans le piézomètre. Et après, d'ailleurs, il rediminue une fois que tout c'est un peu que les mares se sont asséchées, qu'il y a plus de flux des mares vers les nappes. Donc, on a une absence de flux entre le piézomètre et la zone où il y a le piézomètre et la mare, et une confirmation donc on est sur une nappe captive ou semi-captive, parce que cette eau souterraine, elle vient d'ailleurs. Donc, si on schématise un peu tout ça, on a, lors des phases d'inondation, des précipitations et du ruissellement qui viennent contribuer à la mise en eau des mares, mais également en fait, une infiltration qui va venir élever le toit de la nappe, qui vient ensuite contribuer de façon latérale à la mare. Alors que la nappe en dessous de la mare est piégée en fait, sous une couche imperméable d'argile, et donc ne peut pas communiquer directement par la mare.
ou de façon vraiment partielle. Et pendant l'assèchement, donc on a quand même ces apports d'eau souterraine, mais dès que le taux de la nappe diminue, qui passe en dessous de la mare, on a une infiltration de la mare dans le sol et une diminution du niveau de la mare. Pour conclure, on a une interaction entre les mares et le compartiment souterrain. On a des apports d'eau souterraine qui contribuent à soutenir les mares pendant l'assèchement, qui rallongent leur hydropériode. Donc, ça a potentiellement un impact sur leur résilience face au changement climatique et aux modifications anthropiques des zones. Et les perspectives pour ces travaux, c'est en fait d'élargir l'étude du fonctionnement hydrologique à d'autres contextes géo-environnementaux, donc d'autres géologies, d'autres topographies, à d'autres altitudes, dans d'autres contextes, et de permettre donc de considérer l'ensemble des flux pour mieux appréhender donc la résilience et la vulnérabilité de ces écosystèmes, pour mieux les protéger. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alexis. Je peux exposer mes questions. On a à peu près 20-25 minutes. Du coup, si vous avez des questions dans le public, juste une question à la fois, s'il vous plaît, parce qu'on peut enchaîner les questions. N'hésitez pas. Alexis, essayez de donner la parole. Non, mais première personne qui avait là. Une question. Oui. Je sais pas pour les Ouais, les majors. Non, je l'attends. Mais je sais même pas si eux l'ont en fait. Oui, j'aimerais l'avoir pour justement corroborer mes hypothèses. Savoir en fait si je suis vraiment dans les argiles ou est-ce qu'ils dépassent. Mais pour l'instant, j'ai que des témoignages oraux, mais j'ai pas de rapport de forêt. Oui. J'espère qu'ils l'ont dans leur base de données. J'ai une question sur peut-être que tu l'as dit, mais comment tu expliques ces nations vraiment en teneur en radon dans tes terrains, parce que c'est lié aux de captivité. Pourquoi on a cette discrimination finalement? Je pense, justement c'est là où le log serait intéressant, c'est que ce piézomètre il se trouve dans les argiles, donc qui émettent très peu de radon, et aussi où la perméabilité elle est très faible. Donc en fait on a une zone avec très peu de radon et d'autres avec plus de radon dans les altérites et dans le socle. Et donc en fait c'est quand cette eau qui est dans les altérites et du socle vient se mélanger avec l'eau dans les argiles qu'on ait cette augmentation de radon dans le piézomètre. Et c'est parce qu'on est dans ces argiles qu'il y a très peu de radon dans le piézomètre. Mais en fait, ce serait une même nappe avec la même signature isotopique. Par contre, dans cette nappe, on peut avoir un peu des évolutions, des processus de mélange. Vas-y, Sébastien. Par rapport à tes différents marqueurs, tu tires les conclusions à chaque fois que leur évolution est due à des naturels, enfin, des phénomènes naturels, dans la communication des eaux souterraines. Est-ce que tu n'envisages jamais qu'il y a, par exemple, des flux anthropiques ou s'il y a, par exemple, parfois un impact de l'activité humaine autour qui peuvent influer sur ce paramètre-là? Alors, sûrement que dans certaines marges, je pourrais l'avoir. Par exemple, s'il y a des fuites d'assainissement avec je sais pas, les nitrates, par exemple, ça va augmenter la conductivité électrique, ça va changer la chimie, ça va changer le pH. Mais ici, on est dans une réserve naturelle où il n'y a vraiment aucune activité anthropique sur la totalité de la réserve. Donc, normalement, sur les traceurs que j'ai montrés, de toute façon, il n'y a que la conductivité électrique qui pourrait être impactée. Parce que l'isotope de la molécule d'eau, ça ne va pas être impacté par les activités anthropiques. En tout cas, s'il n'y a pas d'arrivée d'eau artificielle de façon artificielle dans le bassin versant. Et le radon, pareil, normalement, il y a peu de gens qui jettent de l'uranium quand ils font des randonnées.
Le fait que ce soit naturel, c'est intéressant, parce que tu peux vraiment bien appréhender les flux naturels. Ouais, les traceurs, ils sont, oui, aussi. Mais de toute façon, après, les traceurs, comme l'isotope et le radon, normalement, ils sont pas trop soumis à. Ils peuvent l'être, mais. Merci. Merci Alexis. Moi, j'avais une question. Là, est-ce que ce modèle conceptuel que tu montres sur cette main-là, est-ce qu'il est, selon toi, représentatif de la totalité des marques que tu suis? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut éventuellement essayer? Je pense qu'il ne l'est pas. Qu'il y a différents. Justement, c'est pour ça qu'il faut que j'élargisse un peu ces analyses-là à plusieurs contextes. Que je pense qu'il y a différents schémas conceptuels, des différentes configurations de fonctionnement des mares. Mais pour l'instant, c'est juste des observations et un sentiment que j'ai par rapport. Oui, oui, non, mais il faudrait que. C'est pas assez robuste pour l'instant pour dire que c'est une interprétation scientifique de mes données. Ici, je pense qu'on est dans cette configuration parce qu'on est dans du granit, donc qui produit beaucoup d'argile quand il s'altère. Et que dans différents cas, par exemple dans des nappes, par exemple des mares qui sont sur une géologie alluviale ou de colluvion, qui sont souvent plus perméables, peut-être avoir des fonctionnements différents avec sans cette couche d'argile, et donc du coup qui dépendrait uniquement de la nappe, ou alors dans différents cas où il y aurait peut-être pas d'eau souterraine, et donc c'est uniquement cette couche d'argile. Et donc uniquement des apports de pluie et de ruissellement qui permettraient leur inondation. C'est les trois hypothèses que j'ai pour l'instant. Et c'est mais il faudrait que justement, l'objectif, c'est d'avoir le même degré d'interprétation sur tous ces autres fonctionnements. Et d'aller encore plus loin sur. Parce que pour l'instant, c'est des observations brutes des résultats, mais c'est de les faire parler ensuite en les travaillant autrement. En fait, j'ai 17 marques, je suis 17 marques sur 9 sites. Donc j'ai déjà les données, les résultats. Et maintenant, il faut que je les interprète. Et donc j'ai des marques dans le Cap Corse sur des schistes. J'ai dans le Sartonnais, c'est dans les mêmes configurations sur du granit. Donc 4 marques, pareil, qui sont dans un même réseau avec pareil du granit très fracturé, un peu comme Trépadoue, mais un peu plus compliqué à interpréter parce que c'est plus hétérogène qu'à Trépadoue. Et j'ai des mares dans des alluvions et des colluvions, et des mares sur du calcaire. À Bonifacio. Alors j'en ai une dans le Cap Corse et sinon dans la région de Porto Vecchio. Et oui, j'ai des mares en Sardaigne aussi, mais sur des roches volcaniques, mais avec vraiment un suivi qui est beaucoup moins fort que celui qui est fait en Corse. Donc l'objectif, en fait, c'est d'avoir plusieurs schémas de compréhension des mares temporaires et essayer de l'appliquer justement sur ce protocole vraiment allégé où j'aurai que 3 points sur toute une année au lieu d'une dizaine pour chaque mare en Corse. Vas-y, Thomas. Du coup, juste je rebondis, c'est parce que je rebondis sur est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends de la comparaison du fonctionnement de ces mares-là avec les mares du Sartonnais, peut-être dans ce contexte, en tout cas géologique équivalent, qu'est-ce que nous mettre en lumière avec du camp de fonctionnement là, difficile à appréhender. Voilà, tu nous parlais de ça, donc ça on s'écarte un peu, mais c'était une attente. Et dans le Sartonnais, je pense avoir des mares qui auraient le même comportement qu'à Trépadoule, mais aussi une qui serait un peu avec un comportement autre que celui-ci. Et donc, ça expliquerait pourquoi ça serait très hétérogène. Ok. Avec quoi? Parce que les granits sont les mêmes. Non, mais il me semble que c'est les mêmes. Mais c'est possible qu'en fait, il y ait cette couche d'argile, mais qu'il n'y ait pas cette connexion avec la mare, avec la nappe. Tu peux avoir donc ces granites, ce socle fracturé, une couche d'argile avec une mare qui va se former parce que c'est imperméable et donc
Il y a les pluies et le ruissellement qui va inonder la zone. Mais en fait, s'il n'y a pas de connexion avec la nappe, forcément, il y aura un comportement différent dans une même géologie. Mais pour l'instant, c'est une hypothèse. Vas-y, Bruno. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que j'ai un peu simplifié pour que ce soit compréhensible dans la présentation. Mais le pic de radon lors de la mise en eau, j'ai dit que c'était l'apport d'eau souterraine, mais pourtant, le niveau pluviométrique il est 2 mètres en dessous du sol. Donc, ça me paraît compliqué que ça soit des apports d'eau souterraine. Et l'hypothèse que j'ai, c'est que c'est des écoulements de subsurface. C'est-à-dire que quand l'eau, en fait, elle s'infiltre, donc l'eau, normalement, elle va de façon verticale. Mais des fois, en fait, dans le sol, il y a des hétérogénéités de perméabilité. Donc, en fait, elle va s'infiltrer sur quelques centimètres. Et ensuite, elle va rencontrer une zone qui est beaucoup moins perméable. Et elle va donc s'écouler dans le sol de façon un peu horizontale. Et donc, possiblement, en fait, c'est ce pic de radon que j'ai en début d'hydropériode, c'est cet écoulement de surface qui en fait, récupère du radon, soit de l'eau qui était déjà là précédemment, qu'il a mis en circulation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a ces pics de radon en début d'hydropériode, alors qu'on n'a pas de connexion observée avec la nappe. En fait, c'est conceptuel, je ne sais pas. Ça peut, en fait, ça peut être à n'importe quelle profondeur. Il suffit juste que cette hétérogénéité dans la perméabilité du sol. Oh, il est dans le granit, donc tous les sables issus de l'altération du granit, par exemple, ils vont contenir de l'uranium. Alors, de façon naturelle, hein, c'est des... Oui. Oui. Et il faut un contact avec la roche assez prolongé pour avoir un équilibre de radon une concentration de radon à l'équilibre dans l'eau avec le flux qui est produit par la roche. Donc il faut quelques dizaines de jours pour être à l'équilibre. C'est sûrement pour ça qu'en fait, dans les premiers écoulements de subsurface, on a du radon, et qu'ensuite, quand il pleut plus tard dans l'année, en fait, il n'y a pas eu le temps d'avoir ce contact prolongé avec la roche. C'est pour ça que donc, du coup, après, on n'a plus d'apport d'augmentation du radon suite aux précipitations. Alors, de toute façon, même dans les sédiments qu'on a en surface, on peut avoir du radon. Mais comme le disait Sébastien, c'est des flux qui sont très faibles. Et donc, justement, une perspective, c'est aussi donc, de faire des prélèvements de sol et de voir quelle quantité de flux de radon on a du sol. Et donc, de la soustraire à ce qui a été observé, pour vraiment avoir le radon qui vient ailleurs que celle émise par le sédiment dans des mares. J'ai une question. Ça, c'est la plupart des mares sont sur le littoral. Il me semble que c'est celles du Sartenay qui sont à 200 mètres d'altitude. Mais il y a des mares temporaires qu'on peut trouver. Ah, mais il y en a d'autres, mais dans mon suivi, c'est 200 mètres. Mais après, quand on regarde la carte avec la... En fait, il y a des mares temporaires qu'on peut trouver en altitude, mais ce n'est pas des mares temporaires méditerranéennes, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes cortèges floristiques. C'est là. Oui, on voit, elles sont vraiment sur
sur le littoral. Celle que moi je suis, ouais, c'est 200. Peut-être qu'ici, non, il y en a des un peu plus. Non, dans le Cap, elles sont à 7 mètres d'altitude. En fait, alors, ici, alors elles ont été détectées par imagerie aérienne ou satellite. Et à l'arrière, il n'y a pas de marques qui ont été détectées, sûrement parce que c'est une partie qui a été très anthropisée. Sur le continent, il y a ou ailleurs, il y a des mares dans des plaines sédimentaires, dans des anciens chenaux de cours d'eau. Et je pense qu'à l'ERIA, elles ont été en fait détruites par le fort développement d'activités humaines. On va en avoir dans la plaine Non, parce que Ouais, mais sur des cours d'eau, ça peut charrier de l'argile et permettre le développement de mares temporaires. Ça s'est vu dans d'autres contextes. C'est bien la Méditerranée. Oui, c'est les mares temporaires méditerranéennes. Du coup, dans ton modèle, une fois qu'on a des aussi des marques de Et bien en fait, justement, le but, c'est de caractériser les conditions environnementales pour permettre en fait, justement aux gestionnaires ou aux scientifiques qui trouvent des mares dans des conditions similaires, de pouvoir avoir une idée sur quelle mare ils se trouvent, et aussi peut-être en décrivant quel comportement de mare correspond à quel type de schéma conceptuel. Et bien en fait, la personne, même sans avoir trop de compétences et de données sur la structure et sa géomorphologie, pour avoir une idée de quel type de mare sur quel type de mare il est. Par exemple, ça que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, on m'a toujours dit quand j'ai commencé ma thèse, quand je discutais avec les gens qui travaillent sur les mares, que les mares de la réserve naturelle de Trépadoue étaient vraiment très spéciales, très différentes des autres. Et effectivement, c'est celles qui ont l'hydropériode la plus longue. Là, je me suis concentré sur un site et vous montrer un peu comment ça fonctionnait, les différences entre les mares d'un site. Il faut se dire qu'en fait, elles se sont asséchées fin juillet. Il y a des mares qui se sont asséchées début avril, fin mars, début avril. Donc, on a vraiment une hydropériode qui est beaucoup plus longue pour ces mares et une fréquence aussi d'inondation. Là, il n'y a pas d'historique, mais elles sont vraiment stables dans le temps. Il y a très peu de fluctuations du niveau d'eau, de l'hydropériode et de la fréquence d'inondation dans le temps. Okay. Contrairement à d'autres mares. Est-ce que tu sais à quel point elles peuvent être représentatives d'autres? Est-ce qu'elles sont typiques et tu peux trouver de par une structure? Ça va falloir que j'explore justement. J'ai une question du coup avec ce travail de duration. 17 systèmes. 17 mares et 9 sites. Voilà. Systèmes. Donc, on pourra voir à terme lesquelles sont plus ou moins tributaires des eaux souterraines. Certaines, grosso modo, sont plutôt tributaires des conditions hydroclimatiques, d'autres plus tributaires des eaux souterraines. Qu'est-ce que ça change pour le gestionnaire? En quoi, finalement, ce travail-là va pouvoir être une plus-value en termes de gestion? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Quelle est la portée du fait de mettre en lumière la contribution plus ou moins importante des eaux souterraines sur le fonctionnement des mares? Qu'est-ce que ça change de gestion? Donc, la première, c'est de comprendre les mares, de comprendre leur relation avec le climat, permet de comprendre des fois pourquoi elles ne se mettent pas en eau et de ne pas chercher des causes qui seraient ailleurs en fait, que leur fonctionnement classique, et aussi d'évaluer les mares qui sont assez résilientes face au changement climatique et aux conditions et vulnérables ou non aux pressions anthropiques. Parce qu'en fait, il y a énormément de mares et ces mares, forcément, il y a un budget limité pour les protéger. Et donc, évaluer leur résilience, ça permet de choisir soit de sauver que les mares où ça vaut le coup d'investir du temps et de l'énergie pour leur sauvegarde, ou à l'inverse, de se concentrer sur les mares les plus vulnérables, qui sont les plus sujettes justement à disparaître ou à être mises en danger vu les enjeux actuels. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, en fait, la zone qui contribue aux mares temporaires par le ruissellement n'est pas la même que celle qui contribue par l'infiltration, la circulation dans le sol
et après les apports de souterrains. Et donc, on peut avoir aussi une zone du coup, qui contribue au bon fonctionnement des mares qui n'est pas la même. Donc, et cette zone est souvent beaucoup plus large que le bassin versant classique qui prend compte juste le ruissellement. Et donc, par exemple, si on est dans des mares qui sont proches d'activités humaines, l'urbanisation, donc avec l'imperméabilisation des sols, le drainage, ou alors l'émission de polluants, en fait, par le biais des eaux souterraines, ça va pouvoir, même si c'est en dehors du bassin versant, impacter les mares. Les eaux souterraines, elles peuvent contribuer au maintien de l'hydropériode. Maintenant, si l'espace de bon fonctionnement n'est pas bien appréhendé et mis en contact finalement des activités. Exactement. Que ce soit d'un point de vue qualitatif avec l'émission de polluants. Par exemple, si on a des pesticides ou des fûts d'assainissement, normalement, un fût d'assainissement, si c'est une marque qui dépend que de l'eau de surface, on ne pourrait pas trouver de fûts d'assainissement, donc d'antibiotiques, d'antidépresseurs, de nitrates dans la mare. S'il y a une déconnexion par la mare via l'eau souterraine, on peut les retrouver dedans. Et par exemple, une exploitation ou une gestion de l'eau souterraine qui serait inadéquate dans la zone pourrait participer à leur assèchement et à la modification de l'hydropériode et des fréquences d'inondation. Aussi, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, tu considères que c'est dans quel bassin versant se situe? C'est quel. Est-ce que tu considères du coup que c'est une nappe, on va dire, régionale, ou moins. En fait, alors non, en fait, c'est sur un plateau un peu en altitude. Donc, ce serait plutôt. Et on est vraiment sur des échanges proches de la surface. Donc, plutôt des nappes. Pas des nappes régionales, plutôt des nappes en surface. Tu peux aussi expliquer la différence entre la structure, mais aussi peut-être ton système d'économie, si c'est très localisé. Elles sont très proches, les marins. Okay. Il y a moins d'1 kilomètre entre chaque mare. Là, par exemple, on voit, ici, c'est 500 mètres. Oui, il y a beaucoup moins qu'un. La structure spécifique. Je pense. Mais oui. C'est cette pression-là, mais c'est cette augmentation. C'est vrai qu'il y a une potentielle connexion entre ces territoires et les marges qu'on cherche à protéger via les eaux souterraines de façon de. Là, pour l'instant, il n'y a que les terres à gauche. Elles sont sous conservatoire du littoral, Natura 2000, oui, c'est ça. Mais les seules vraies protections, c'est Natura 2000 et le conservatoire du littoral. Et aussi, il y a une mare sous arrêté de protection de biotope. Oui. Là, je me souviens de 3 petites mares à l'est. Ouais. Est-ce que tu envisages aussi une connexion entre ces différentes mares ou est-ce que tu ne parles pas du principe qu'elles sont isolées alors, quand on est au maximum des niveaux d'eau, il y a un écoulement donc, de Trépadoulé centre jusqu'à Trépadoulé est. Mais c'est vraiment quand la mare elle est à ras-bord qu'il y a eu un très fort épisode de pluie. C'est pour ça que je les ai mis dans le même bassin versant. Et en fait, c'est quand même assez plat et c'est compliqué de faire des bassins versants qui soient réels, on va dire. En fonction du niveau d'eau dans les mares, même un réseau de drainage, en fait, si à un moment il est saturé en eau, il va s'écouler dans les mares ou alors il va s'écouler ailleurs. Et ici, dans Trépadoulé Ouest, il n'y a pas de connexion avec Padoulé Major. En fait, quand elle est vraiment au maximum, elle va quand même un peu déborder. Et elle va aller sur un cours d'eau qui est en aval de Padoulé Major. Pareil pour Padoulé Major, en fait, ça va. Les points verts, c'est les exutoires des bassins versants, en fait. C'est pas une seule mare, c'est vraiment 3 différentes. Non, c'est 4 mares différentes. Les 3 là?
Mais en fait, le fait qu'elle soit alignée, ça montre, et qu'elle soit dans la même orientation que les linéaments, ça montre aussi qu'on est sûrement dans une structure qui est assez, qui est la même pour les 3 mâts. C'est pas mon travail. J'ai d'autres efforts à faire, on va dire. C'est bon. Bah, merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Adjoint avec Paloma Touane, du laboratoire de Scope. C'est sur les bruits qu'on pense, notamment les deux par les tics, me semble. N'hésitez pas, si vous voulez voir le détail, n'hésitez pas à prendre un livret. Merci.